Au moins 40 bébés ont été tués et certains décapités. Il a déclaré n'avoir jamais vu d'acte de brutalité pareil. Ils ont coupé la tête d'enfants, d'autres et des enfants. Et oui, ils ont vraiment coupé des têtes. Le porte-parole du Premier ministre vient de confirmer que des bébés et des tout-petits ont été retrouvés décapités. Des témoignages insoutenables de bébés tués, des bébés et des adultes décapités, des bébés et des adultes brûlés vifs, des bébés brûlés, des femmes littéralement décimées, des dizaines d'enfants ligotés, brûlés et exécutés. Un garçon et une fille de 6 et 8 ans et leurs parents. Leur père a eu l'œil crevé devant ses enfants. Le sein de la mère a été coupé, le pied de la fille amputé et les doigts du garçon ont été coupés avant exécution. Elle était enceinte, le ventre de la femme a été lacéré et le couteau était encore planté dedans. Des petits-enfants décapités et il était impossible de savoir à qui appartenaient les têtes. Ils ont mis ces bébés dans un four et les ont brûlés vifs. Ils ont cuit leur bébé dans le four et ont maintenu la femme en vie pour qu'elle puisse entendre les cris de son enfant. Ils ont cuit les enfants qu'ils avaient mis au four. Des femmes ont été agressées sexuellement et tuées avec brutalité. Il y avait aussi des enfants ici, des bébés qui avaient été pendus à une corde à linge, vraiment tous alignés. Des femmes enceintes éventrées. Les gars, ce qui se passe là-bas est vraiment horrible. Quelqu'un les a assassinés, violés, leurs jambes étaient écartées, quelqu'un les a déshabillés et violés. Ils lui ont coupé les seins et jetés sur la route et ils s'en foutaient. Ces sauvages ont violé des femmes, assassiné des enfants, exécuté des familles entières et pour certains brûlés vifs. Le mal absolu. Ce sont des sauvages. Le Hamas, c'est ISIS. Nous imposons un siège total à la ville de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, ni nourriture, ni eau, ni carburant. Tout est fermé. Nous combattons des bêtes humaines et nous agissons en conséquence. Le 7 octobre, alors que les nouvelles de l'attaque militaire du Hamas contre Israël commençaient à émerger, la machine de relations publiques israélienne s'est emballée. Sa campagne de propagande était prévisible et son objectif était clair. Choquer le public occidental pour qu'il soutienne le plan d'Israël visant à mener à bien la destruction massive de la bande de Gaza assiégée, dans le cadre d'une campagne destinée à fabriquer le consentement à une mort de masse. Le gouvernement israélien n'a pas trouvé de meilleur allié que les marionnettes dociles qu'incarnent les médias mainstream américains. La campagne de propagande a débuté environ 72 heures après le 7 octobre, date à laquelle les allégations, selon lesquelles le Hamas aurait décapité 40 bébés dans les kibboutz de Be'eri, ont été diffusées pour la première fois sur les chaînes de télévision israéliennes et 24 le samedi matin. Le reportage était présenté par Nicole Zedek, une correspondante américaine qui a ouvertement admis que les détails macabres étaient basés sur le témoignage de soldats israéliens intervenus sur les lieux au kibboutz de Be'eri. Un commandant a déclaré qu'au moins 40 bébés ont été tués et certains décapités. Il a déclaré n'avoir jamais vu d'acte de brutalité pareil. Sa source était en fait un simple soldat nommé David Zéon. Nous avons tué beaucoup de terroristes. Nous sommes plus forts qu'eux. Ils sont agressifs et ils sont vraiment ignobles. Ils ont coupé la tête d'enfants, ils coupent la tête des femmes, mais nous sommes plus forts qu'eux. Comme nous l'avons révélé dans Grey Zone, lorsqu'il ne porte pas l'uniforme de l'armée israélienne, Zéon est un dirigeant politique du Conseil de Samarie, un groupe qui représente 35 colonies illégales situées dans le nord de la Cisjordanie. Peu avant le 7 octobre, Zéon, habitant des colonies illégales du nord de la Cisjordanie, incitait à des émeutes meurtrières contre les citoyens palestiniens, déclarant que le village de Huwara devait être rayé de la carte, que cet endroit était un nid de terreur et que la punition devait être infligée à tous. Ce fanatique violent est-il une source crédible? Les médias traditionnels n'ont même pas pris la peine de se poser la question. Et bien sûr, le gouvernement israélien non plus. Des bébés, je peux vous dire que certains d'entre eux, oui, ils ont eu la tête coupée. C'est ce que nous entendons de la part des soldats sur le terrain. Vous savez, des tout-petits, des enfants, et oui, ils ont coupé des têtes. Cette histoire mensongère a fait irruption dans les médias grand public lors d'une émission de CNN en prime time le 10 octobre. C'est là que la correspondante du réseau Sarah Sider a cité l'affirmation extravagante de 40 bébés décapités dans le kibboutz de Be'eri.
comme un fait établi et vérifié. Nous avons de nouvelles informations vraiment troublantes. Le porte-parole du Premier ministre vient de confirmer que des bébés et des jeunes enfants ont été retrouvés décapités dans le kibboutz de Be'eri, dans le sud d'Israël, après les attaques du Hamas ce week-end. Plus tard dans la journée, le président Joe Biden s'est indigné de la mort de ses enfants. Des récits révoltants faisant état de bébés assassinés. Peu après, il a affirmé avoir vu des photos de bébés décapités. Je n'aurais jamais cru de voir de telles images de terroristes décapitant des enfants. Le récit de cette atrocité est devenu viral. Nous avons essayé de vivre à leur côté, et voilà le résultat, des bébés décapités. Si nous ne pouvons pas condamner ces actes odieux, viol, meurtre de femmes et de jeunes filles, enlèvement de grand-mères et décapitation de bébés. Des responsables militaires et civils israéliens ont confirmé à CBS News que des enfants figuraient parmi les victimes décapitées lors de l'attaque du Hamas contre une communauté. Ils ont trouvé des bébés et des adultes décapités, certains brûlés vifs. Il y avait des bébés décapités. Des soldats affirment que certaines victimes ont été décapitées. Ils ont coupé la tête de certains d'entre eux. Des enfants décapités, des bébés brûlés vifs, c'est une tragédie. Vous vous souciez des bébés décapités ? L'armée israélienne, le service de presse du gouvernement et la Maison-Blanche de Biden ont finalement fait marche arrière et rétracté ces affirmations. Une fois qu'elles ont fait la une des journaux aux États-Unis et en Europe, le mal était fait, aussi fabriqué que ces allégations puissent paraître. Israël disposait alors de toute l'attitude politique nécessaire pour perpétrer des actes sadiques les uns après les autres dans la bande de Gaza. Des massacres en direct rendus possibles par Washington, Berlin, Bruxelles et la presse dominante qui servait de porte-voix à ce gouvernement. Même après que l'histoire des bébés décapités ait été révélée comme un canular complet, Israël et ses alliés ont alimenté les médias de nouveaux récits d'atrocités encore plus sordides qu'auparavant. Nombre d'entre eux provenaient d'un individu en particulier, Yoshi Lando, un religieux fanatique d'une organisation se présentant comme une organisation de sauvetage, nommée Zaka, un jeune de 14-15 ans, la tête tranchée. Nous avons cherché la tête partout, en vain. Malgré l'absence de qualification médico-légale ou de formation de secouristes, les volontaires de Zaka étaient généralement les premiers sur les lieux et pouvaient donc avancer les affirmations les plus extravagantes. Yoshi Lando a lui-même déclaré n'avoir jamais été témoin d'atrocités, mais avoir utilisé son imagination pour raconter l'histoire des corps qu'il a trouvés. Quand nous entrons dans une maison et que nous faisons appel à notre imagination, et de quelle imagination ? Je dirais environ 280 corps et 280 victimes. Je dirais que 10% ont été torturés. 2 piles de 10 enfants chacune, avec les mains attachées dans le dos, brûlés vifs. Quand nous entrons dans la maison et que nous voyons d'à côté de la salle à manger les parents, le père et la mère, les mains attachées dans le dos, et de l'autre côté de la pièce, en face d'eux, 2 enfants, une fille et un garçon, dans la même position. Ils ont été torturés et je ne les qualifierai même pas d'animaux. Ils ont même ouvert toute la nourriture, préparée pour la fête. Et ces terroristes étaient là à manger tout en torturant le père et les enfants. Les parents et les enfants devaient assister à la torture des uns et des autres. À quel point faut-il être maléfique pour faire ça? Les mensonges de London ont été rapidement amplifiés par les responsables israéliens. Des dizaines d'enfants ont été ligotés, brûlés et exécutés. Et ils ont décapité des soldats. Leur homologue américain, y compris le secrétaire Anthony Blinken, se sont montrés tout aussi complaisants. Une famille de 4 personnes, un jeune garçon et une fille de 6 et 8 ans, et leurs parents, autour de la table au petit déjeuner. Le père a eu l'œil arraché devant ses enfants, le sein de la mère coupé, le pied de la fille amputé, les doigts du garçon coupés avant d'être exécutés. Puis leurs bourreaux se sont assis et ont pris un repas. Cependant, il y avait un problème pour Lando et ceux qui ont relayé ces informations douteuses. Aucun des corps retrouvés dans le kibboutz de Be'eri ne correspondait aux descriptions qu'il avait données.
L'histoire des bébés décapités paraissait elle aussi invraisemblable. Selon les données officielles du gouvernement israélien, confirmait qu'un seul bébé, Mila Cohen, âgée de 11 mois, avait été tué le 7 octobre. Un seul, et elle avait tragiquement été touchée accidentellement par balle à travers une porte, et non décapitée. Lando affirmait également posséder des photos d'un fœtus que le Hamas aurait extrait du ventre d'une femme enceinte. Quand vous entrez et que vous voyez une femme allongée, face contre terre, vous la retournez et vous constatez qu'elle était enceinte. Son ventre avait été massacré et un couteau était encore planté dans le bébé, un bébé à naître. Pourtant, ces images n'ont jamais été produites, même après les demandes des médias. S'il y a bien une chose que Lando a démontré, en revanche, c'est que le commerce de récits atroces fabriqués de toutes pièces peut être extrêmement lucratif. Avant le 7 octobre, son organisation Zaka était quasiment en faillite. Mais à la suite de la vague de propagande qu'ils ont alimentée, elle a récolté plus de 13 millions de dollars de dons en très peu de temps. Le journal israélien Haaretz a rapporté que les bénévoles de Zaka étaient tellement déterminés à tirer profit du 7 octobre qu'ils auraient déplacé et arrangé des corps retrouvés dans les kibboutz de Be'eri, manipulant littéralement des cadavres afin d'accentuer l'horreur des scènes avant d'envoyer les images à de potentiels donateurs. L'une des organisations concurrentes de Zaka, United Hatzalah, voulait elle aussi profiter de la situation. Elle a envoyé son directeur, Eli Bir, à une levée de fonds de la coalition juive républicaine. Là-bas, Bir a enchaîné une série de mensonges dont Yoshi Lando aurait lui-même pu être fier. J'ai vu de mes propres yeux une femme enceinte de 4 mois. Ils sont entrés chez elle, devant ses enfants. Ils lui ont ouvert le ventre, sorti le bébé, puis poignardé ce tout petit bébé sous ses yeux, avant de l'abattre devant sa famille. Ensuite, ils ont tué le reste des enfants. J'ai vu également de jeunes enfants décapités. On ne savait même plus quelle tête appartenait à quel enfant. On a retrouvé un bébé dans un four. Ces salauds ont mis des bébés dans un four et l'ont allumé. On a retrouvé l'enfant quelques heures plus tard. L'histoire du bébé brûlé dans un four, manifestement conçue pour évoquer les horreurs de l'Holocauste, a immédiatement été propulsée dans la presse grand public pro-israélienne. Ils ont mis son bébé dans le four tout en laissant la mère en vie pour qu'elle entende les cris de son enfant en train de brûler. Des enfants ont été mis dans des fours. Des attaques au cours desquelles un bébé aurait été mis dans un four et brûlé vif. Bien que ce mensonge ait été rapidement démenti, il a contribué au narratif selon lequel Israël affrontait des animaux humains, comme l'a déclaré son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Nous combattons des animaux humains. Comme l'a dit Gallant, Israël avait donc le droit de faire absolument tout ce qu'il voulait pour empêcher un nouveau 7 octobre. Nous imposons un siège total à la ville de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, ni nourriture, ni eau, ni carburant. On ferme tout. Soyons clairs, personne ne nie que des atrocités ont été commises lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Mais Israël ne s'est pas contenté d'exploiter des atrocités déjà clairement documentées par des images. Cela ne suffisait pas à donner à Tel Aviv la marge politique nécessaire pour lancer une campagne de nettoyage ethnique à grande échelle. Netanyahou lui-même a exposé cette logique cynique lorsqu'il s'est adressé aux volontaires de Zaka, en leur expliquant que leur mission consistait à lui offrir la marge de manœuvre nécessaire pour détruire totalement la bande de Gaza. L'image d'un Hamas présenté comme une bande de fanatiques musulmans irrationnels et psychopathes comparable à ISIS, plutôt que comme un mouvement de résistance représentant une partie de la population enfermée depuis des années dans ce qui s'apparente à un camp d'internement à ciel ouvert. Ce message devait donc être martelé encore et encore. Ce sont des sauvages. Le Hamas, c'est Daesh, un acte de mal absolu, une perversité totale, une barbarie avec laquelle ces terroristes ont assassiné et massacré des civils israéliens innocents. Parmi les principaux éléments de langage israélien, repris docilement par les médias américains, figurait une affirmation selon laquelle le bilan du 7 octobre représentait, je cite, « le plus grand massacre de Juifs depuis l'Holocauste, la journée la plus meurtrière pour les Juifs depuis l'Holocauste, la plus grande perte de vie juive en une seule journée depuis l'Holocauste. C'était la journée la plus meurtrière pour le peuple juif depuis l'Holocauste. » Je dirais même la journée la plus meurtrière pour les Juifs depuis l'Holocauste. Le sous-entendu était évident. Le Hamas aurait ciblé des Israéliens uniquement parce qu'ils étaient juifs, et non parce qu'ils étaient les représentants d'une puissance occupante. Mais le Hamas était-il réellement seul responsable du bilan humain ?
Selon la version officielle israélienne, le Hamas aurait massacré 1400 innocents le 7 octobre. Mais depuis, il a été confirmé qu'au moins 380 des morts étaient en réalité des soldats israéliens en uniforme participant au maintien du siège de Gaza. Quelques semaines plus tard, le bilan officiel a été révisé à 1200 morts, dont 695 civils israéliens, après que des médecins légistes ont établi qu'au moins 200 Palestiniens, combattant comme civils, ayant pénétré sur le territoire israélien, avaient été inclus dans le décompte initial. En réalité, des photos de Palestiniens tués par des missiles israéliens dans le sud d'Israël ont été diffusées comme preuve de la prétendue barbarie du Hamas contre les civils juifs israéliens. Mais ces images soulèvent une autre question dérangeante. Dans le chaos autour des kibboutz de Be'eri, comment les pilotes d'hélicoptères israéliens et de drones distinguaient-ils les Palestiniens des Israéliens lorsqu'ils ouvraient le feu ? J'ai été l'un des premiers journalistes occidentaux à soulever publiquement la possibilité que l'armée israélienne elle-même ait tué de nombreux citoyens israéliens le 7 octobre. Ceci en me basant sur des interviews accordées à la presse israélienne par des pilotes d'hélicoptères affirmant qu'ils n'avaient aucun moyen de distinguer les Israéliens des Palestiniens au sol. Alors j'ai avancé l'hypothèse que l'armée israélienne avait appliqué ce que l'on appelle la directive Hannibal. Cette procédure, longtemps tenue secrète, autorise l'armée à tuer non seulement les ravisseurs potentiels, mais aussi ses propres soldats et civils, afin d'empêcher les ennemis d'Israël d'utiliser des otages comme moyen de pression. C'est une doctrine sombre et profondément cynique, difficile à concevoir pour beaucoup d'Américains, notamment ceux ayant servi dans l'armée, mais elle sert parfaitement les objectifs stratégiques de l'État israélien. Le média électronique Intifada a été le premier média occidental à publier le témoignage d'une survivante du kibboutz de Be'eri, racontant comment un char israélien avait délibérément bombardé une maison remplie de civils israéliens pris en otage le 7 octobre, en sachant qu'ils seraient tous tués. Parmi les morts figuraient des jumeaux de 12 ans, Lai et Yana Etzroni, dont la mort a immédiatement été attribuée au Hamas par de hauts responsables israéliens. Le média Grey Zone, nous avons été violemment attaqués pour nos reportages publiés après le 7 octobre. Pourtant, plusieurs médias israéliens et occidentaux grand public, ainsi que des responsables militaires israéliens eux-mêmes, ont depuis reconnu que Tel Aviv avait bel et bien déclenché l'application massive de la directive Hannibal le 7 octobre. Même Haaretz, qui nous avait auparavant attaqués, a fini par reconnaître que nous avions raison, révélant que l'armée israélienne avait appliqué la directive Hannibal dans au moins 3 endroits distincts du sud d'Israël, dans un climat décrit comme une hystérie totale au sein du haut commandement militaire. Le journal a publié un ordre officiel de l'armée stipulant qu'aucun véhicule ne doit retourner à Gaza. Alors, combien d'Israéliens l'armée israélienne a-t-elle tué le 7 octobre ? Des dizaines ? Des centaines ? A-t-elle causé la majorité des morts civiles figurant sur le bilan officiel ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Non seulement parce que le département d'État américain continue d'affirmer qu'Israël a le droit d'enquêter sur lui-même, mais aussi parce que les médias occidentaux ont montré très peu d'intérêt pour enquêter, ou même simplement parler de la directive Hannibal, puisque cela ne correspond pas au récit dominant de la barbarie du Hamas. Des femmes enceintes éventrées, les gars. Ce qui s'est passé est d'une monstruosité inimaginable. Ce n'est pas une série Netflix, ni un show télévisé. C'est la réalité. À ce stade, des commentateurs israéliens admettaient eux-mêmes ouvertement que le gouvernement avait exagéré l'horreur du 7 octobre afin d'obtenir le soutien international nécessaire à sa guerre éclair sur Gaza. Pourquoi raconter des choses qui ne se sont pas produites ? J'imagine que c'était pour accroître encore davantage la haine envers le Hamas, comme si ce qui s'était réellement passé ne suffisait pas déjà. Mais quoi ? Des gens inventent vraiment ce genre d'histoire ? Des personnes sérieuses fabriquent ce type de récit ? La réponse, c'est peut-être qu'ils ont entendu ça sous forme de rumeurs, peut-être. Mais il y a une chose essentielle à comprendre dans ce contexte. La guerre n'est pas seulement militaire ni politique, elle est avant tout médiatique. Et je ne suis pas sûr que ça soit l'aspect le plus important, y compris pour notre Premier ministre. Pendant que les grands médias américains reprenaient les éléments de langage de l'appareil de propagande israélien, répétant des récits manifestement douteux, avant d'enterrer discrètement les mensonges, une fois ceux-ci exposés, ils refusaient également de couvrir l'un des aspects les plus choquants de cette guerre.
Les appels explicites des responsables israéliens et de citoyens israéliens ordinaires en faveur d'un génocide à Gaza. Si vous me donniez un bouton permettant d'effacer Gaza, chaque être vivant à Gaza cesserait d'exister demain. J'appuierais dessus sans hésiter une seule seconde. Donnez-moi ce bouton et j'appuie tout de suite. Et je pense que la plupart des Israéliens le feraient aussi. S'ils étaient seuls, enfermés dans une pièce, ils n'hésiteraient même pas. Si quelqu'un leur disait « personne ne le saura », appuie sur ce bouton et tous les Palestiniens disparaîtront. Ils répondraient « il n'y en a pas un deuxième ?» Mais pour les millions d'Américains qui suivaient la guerre sur les réseaux sociaux, cette horreur était impossible à ignorer. Ils ne pouvaient pas détourner le regard des vidéos sordides ouvertement fascistes publiées par des soldats israéliens sur TikTok, Instagram depuis les ruines de la bande de Gaza. Ni des vidéos virales montrant des Israéliens ordinaires se moquant des habitants de Gaza, privés d'électricité, d'eau et de médicaments, tentant simplement de survivre à Gaza en état de siège. Ni encore la propagande diffusée par les médias d'État israéliens pour leur propre population, montrant des enfants chantant en faveur de l'anéantissement total de Gaza. Après des décennies d'occupation militaire permanente, Israël est devenu une société profondément malade, où une partie massive de la population est conditionnée à accepter la destruction de la Palestine. Mais vous ne le sauriez jamais en vous contentant des médias traditionnels. Je sais qu'Israël affirme sans cesse que suffisamment d'aide humanitaire entre à Gaza et qu'il n'y a pas de famine délibérément organisée. Et ceux qui prétendent le contraire sont soit mal informés, soit des menteurs. Le soutien initial du public américain à une réponse militaire israélienne après les attaques du 7 octobre a commencé à s'effriter après plusieurs mois. Les sondages montraient qu'une forte majorité des électeurs démocrates soutenaient un cessez-le-feu immédiat. Face à cette crise d'image, Israël s'est mis en quête d'un nouveau récit de propagande, capable de limiter les dégâts politiques, tout en laissant le bain de sang se poursuivre à Gaza. Pour déterminer quelle stratégie adopter, Israël s'est tourné vers Frank Lutz, un célèbre sondeur qui avait auparavant aidé le Parti républicain à façonner son programme de baisse d'impôts favorable aux grandes entreprises. Il est également l'auteur du célèbre Global Language Directory, un guide destiné aux militants pro-israéliens expliquant quels mots et quelles formulations tester auprès de groupes de discussion, permettant de maintenir ainsi le soutien américain à Israël dans sa guerre contre les Palestiniens. En mars dernier, j'ai reçu des informations provenant d'un initié politique qui avait assisté à plusieurs déjeuners d'information organisés par les législateurs de l'État de New York et divers influenceurs. Ces présentations contenaient des diapositives montrant des données recueillies par Lutz à travers des groupes de discussion consacrés à la guerre à Gaza. Dans l'un de ces groupes, Lutz demandait aux participants quels crimes présumés du Hamas, le 7 octobre, les avaient le plus choqués. La majorité des personnes interrogées répondaient qu'elles étaient davantage bouleversées par les accusations de viol de civils attribuées au Hamas, soit 19% de plus que celles se disant choquées par les accusations de massacre de civils. Il apparaît donc clairement que les recherches de Lutz ont influencé la nouvelle phase suivante de la campagne de propagande israélienne. Tel Aviv a rapidement abandonné les histoires de bébés décapités et d'autres atrocités entièrement inventées pour mettre désormais en avant des accusations soudainement apparues de viols systématiques commis par le Hamas le 7 octobre. Le monde doit décider qui croire. Israël a lancé sa nouvelle phase de campagne de propagande au sein même des Nations Unies en novembre 2023, lors d'un événement très médiatisé réunissant plusieurs figures du féminisme institutionnel américain. Parmi les participants figurait la milliardaire de la tech Sheryl Sandberg, l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, connue pour ses positions interventionnistes, ainsi que la députée démocrate
Kerstin Gillibrand. L'événement s'accompagnait de manifestations organisées devant le siège de l'ONU, mettant en scène de véritables acteurs de crise. Des femmes jouant le rôle de victimes de viol, reconstituant des faits pour lesquels aucune preuve concrète n'avait été produite, afin de pousser les organisations féministes à soutenir plus ouvertement l'offensive meurtrière d'Israël contre Gaza. Quand j'ai vu la liste des organisations de défense des droits des femmes qui n'avaient rien dit, j'ai failli m'étouffer. Comme d'habitude, la presse dominante occidentale a repris son rôle de sténographe docile de Tel Aviv. L'une des atrocités les moins évoquées de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre prend ce soir une tournure particulièrement glaçante. Des histoires horribles de femmes agressées sexuellement et brutalement assassinées. Ce tsunami de récits atroces a culminé avec un article dans le New York Times, le journal de référence américain, qui prétendait démontrer sans l'ombre d'un doute que le Hamas avait suivi, je cite, un schéma de violence sexiste le 7 octobre en agressant sexuellement des femmes israéliennes juives dans le cadre d'une campagne de terreur délibérée. Quand Grayson a commencé à examiner les sources citées par le Times, il est rapidement devenu évident que nous assistions à une nouvelle mise en scène d'atrocités particulièrement cyniques, exploitant le crime bien réel de violence sexuelle faite aux femmes afin de fabriquer le consentement à une campagne de nettoyage ethnique en cours. L'un des premiers indices révélateurs du caractère douteux de l'article du New York Times était sa dépendance au témoignage du fabuleux mythomane notoire Yoshi Lando de Zaka, malgré ses antécédents de mensonges. Le New York Times s'est également appuyé sur le témoignage anonyme d'un secouriste appartenant à une unité israélienne des forces spéciales identifiée par la lettre G. Il affirmait avoir retrouvé dans une chambre du kibboutz de Be'eri le corps de 2 adolescentes présentant selon lui des signes évidents de viol. Le problème, c'est qu'aucune adolescente correspondant à cette description n'a jamais été retrouvée ni officiellement recensée dans le kibboutz de Be'eri. L'affaire était si grave que le porte-parole du kibboutz a publié un communiqué officiel contredisant les affirmations du secouriste anonyme. Mais cela n'a pas empêché G de continuer à inventer des histoires. Un de mes coéquipiers a affirmé avoir vu un chien aboyer près d'une poubelle. Nous nous sommes arrêtés, il a ouvert la poubelle et il a sorti des déchets. Et il y avait un bébé, peut-être âgé d'à peine 1 an, poignardé à de multiples reprises sur tout le corps, puis il a été jeté à la poubelle. Or, comme nous le savons déjà, un seul bébé a été tué le 7 octobre, et il s'agissait d'une mort accidentelle par balle, et non d'un bébé poignardé puis jeté dans une poubelle. Autrement dit, il était donc tout simplement impossible que G dise la vérité. Une fois de plus, une source clé du New York Times était prise en flagrant délit de mensonge du début à la fin. L'enquête du Times reposait sur les sources les plus douteuses possibles, des individus ayant déjà l'habitude de raconter des histoires, défiant toute logique et paraissant absurdes dès le premier regard. L'une d'elles, une comptable anonyme de 24 ans, identifiée uniquement sous le prénom de Sapir. Elle a affirmé au journal qu'après avoir été blessée dans le dos en fuyant l'attaque du festival de musique électronique de Nova, elle dit avoir assisté à plusieurs viols collectifs et de meurtres dignes du film Massacre à la tronçonneuse. Elle a raconté notamment avoir vu, je cite, 3 autres femmes violées pendant que des terroristes transportaient les têtes décapitées de 3 autres femmes. Si l'on doit croire le témoignage de Sapir, alors il faudrait aussi croire que des combattants du Hamas, entraînés et engagés dans ce qui était probablement la mission la plus importante de leur vie, auraient décidé de faire une pause au milieu de l'opération pour violer et mutiler des femmes, juste pour le plaisir, plutôt que de prendre ces 3 femmes en otage, et de fait, ils auraient eu un énorme levier politique. Mais ils les auraient décapitées sans aucune raison stratégique. Tout cela était-il physiquement possible, alors qu'ils étaient sous le feu de la police israélienne et des forces spéciales? Pourtant, c'est ce qu'on nous a demandé de croire. Lorsque le journal israélien Haaretz a demandé à la police israélienne des preuves médico-légales venant étayer les affirmations de Sapir concernant les décapitations, les autorités ont reconnu n'avoir trouvé aucun élément. Une fois de plus, cette histoire de décapitation sensationnelle s'est révélée être une pure invention. Le plus révélateur encore est peut-être que la victime censée illustrer la sauvagerie du Hamas dans le New York Times, décrit avant le silence, était une femme nommée Gal Abdou.
Le journal l'a présenté comme un symbole des horreurs infligées aux femmes et aux filles israéliennes lors des attaques du 7 octobre. Le Times surnommait cette jeune femme « la femme à la robe noire », en référence à une vidéo de téléphone portable montrant son corps allongé près d'un véhicule calciné vêtu d'une robe noire moulante. L'obstination du Times à affirmer qu'Abdouche avait été violée malgré l'absence totale de preuves médico-légales ou visuelles a fini par provoquer la colère de sa propre famille endeuillée. Le 2 janvier, la sœur de Gal Abdouche, Miral Alter, a publié un message sur Instagram pour dénoncer le New York Times, déclarant clairement « Ma sœur n'a pas été violée. Il n'existe aucune preuve de viol. » Elle soulignait également que le laps de temps entre le dernier message envoyé par sa sœur à sa famille et l'heure présumée de sa mort rendait un viol matériellement impossible. En 4 minutes, elle aurait été violée, puis brûlée vive. L'article du New York Times s'effondrait ainsi à tous les niveaux. L'ensemble du récit sur des violences sexuelles systématiques attribuées au Hamas, récit qu'Israël avait présenté au public occidental pour justifier l'intensification de son offensive brutale contre la bande de Gaza et que les grands médias avaient relayé avec docilité, apparaissait désormais comme un canular. Au même moment, l'ami de soutien financier d'Hillary Clinton, le milliardaire pro-israélien de la tech Sheryl Sandberg, préparait la sortie d'un important documentaire destiné à prolonger cette campagne de propagande. J'ai vu des jeunes femmes attachées aux arbres ici, les mains liées dans le dos. Quelqu'un les a assassinées, violées et torturées, ici même, contre ces arbres. Ils leur ont introduit toutes sortes d'objets dans les parties intimes, des planches de bois, des barres de fer. Plus de 30 jeunes femmes auraient été violées puis assassinées ici. Contrairement au New York Times, Sheryl Sandberg s'est également appuyée sur des vidéos de prisonniers palestiniens filmés par des interrogateurs israéliens dans lesquels ces détenus semblaient avouer avoir brutalement agressé sexuellement des femmes israéliennes juives le 7 octobre. Elle portait une jupe bleue et une chemise blanche. Je l'ai prise et je l'ai jetée sur le canapé. Je l'ai allongée, j'ai commencé à la déshabiller et j'ai fait ce que j'avais à faire. Qu'est-ce que tu lui avais fait? J'ai couché avec elle. Tu n'as pas couché avec elle. Dormir, c'est dormir. Alors, qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai violée. Comme nous l'avons démontré dans Grey Zone, les aveux les plus sensationnels attribués aux prisonniers palestiniens ne correspondaient à aucune atrocité documentée le 7 octobre. Pire encore, il était impossible que ces témoignages n'aient pas été obtenus sous la contrainte, au moyen de menaces et d'actes de torture particulièrement violents. Une violation flagrante de l'article 17 des Conventions de Genève, concernant le traitement des prisonniers de guerre. Les forces sont arrivées masquées et ils nous ont battus pendant 50 minutes. Ils riaient pendant qu'ils nous frappaient et diffusaient tout en direct. Puis ils ont amené des chiens policiers après nous avoir ligoté les mains dans le dos et bandé les yeux. En offrant une tribune à des aveux extorqués par la violence afin de renforcer le récit douteux de son film de propagande, Sheryl Sandberg a violé l'un des principes fondamentaux de l'éthique journalistique, devenant ainsi complice des crimes d'Israël. Et dans une ironie particulièrement sombre, la supercherie relayée par Sandberg, le New York Times et tant d'autres médias occidentaux allait bientôt apparaître comme une pratique bien réelle appliquée par des soldats israéliens contre des prisonniers palestiniens sans défense détenus dans le vaste réseau carcéral israélien. Dans un rapport choc, fondé sur les témoignages de 55 détenus palestiniens, l'organisation israélienne de défense des droits humains, B'Tselem, a démontré que, depuis le 7 octobre, le système pénitentiaire israélien avait été transformé en ce que le groupe décrit comme un réseau de camps dédiés aux abus systématiques contre les détenus. Selon B'Tselem, ces centres où chaque prisonnier est délibérément soumis à une souffrance physique et psychologique constante fonctionnent comme de véritables camps de torture. Au cœur de ce réseau se trouve le centre de détention de Sde Eiman, dans le désert de Negev,
construit après le 7 octobre pour emprisonner les milliers d'hommes capturés par l'armée israélienne à Gaza. Des organisations de défense des droits humains à travers le monde ont montré qu'un grand nombre de personnes détenues dans ce centre étaient des civils innocents, parmi lesquels se trouvaient des médecins enlevés dans les hôpitaux à Gaza, puis soumis à des actes de violence et de torture particulièrement sadiques. Et presque au même moment où l'appareil de propagande international israélien diffusait des récits fabriqués accusant des combattants du Hamas d'avoir agressé sexuellement des festivalières israéliennes le 7 octobre, des membres d'une obscure unité militaire israélienne, connue sous le nom de Force 100, violaient collectivement des prisonniers palestiniens sans défense à Sde-Eman. Nous savons que ces faits sont réels, non seulement grâce aux témoignages d'anciens détenus ayant raconté aux médias et aux organisations de défense des droits humains avoir été sodomisés par des soldats israéliens à l'aide de barres métalliques électrifiées, mais aussi parce qu'il existe des preuves vidéo. Les soldats responsables de ces crimes particulièrement atroces ont été filmés en train d'agresser sexuellement les prisonniers. Une fois encore, les allégations formulées par les propagandistes israéliens accusant les Palestiniens d'avoir commis ces crimes s'est révélé être un aveu de leurs propres crimes. La responsabilité des soldats dans les viols et sévices infligés aux prisonniers palestiniens n'a jamais réellement été contestée. En réalité, une douzaine de membres de la Force 100 ont été inculpés devant un tribunal militaire israélien pour agression sexuelle sur des détenus. Mais ce qui s'est passé ensuite a révélé à quel point ces poursuites étaient essentiellement symboliques. Alors que les soldats étaient transférés vers une base militaire située en Cisjordanie occupée, appelée Beth-Led, des nationalistes israéliens ont déclenché plusieurs émeutes en soutien aux soldats accusés de viols collectifs. Et personne n'a été arrêté. Au moment du tournage de ce documentaire, les soldats n'avaient toujours pas été condamnés. Tandis que des manifestations continuaient partout en Israël pour soutenir non seulement les soldats, mais aussi la pratique même des violences sexuelles infligées aux prisonniers palestiniens. Des appels à blanchir les accusés ont même été lancés par plusieurs ministres israéliens de premier plan. Pire encore, selon un sondage réalisé par l'Institut for National Security Study, 65% des Israéliens juifs s'opposaient aux poursuites contre ces soldats, soit les 2/3 de la population israélienne. Pendant ce temps, bon Shabbat, peuple d'Israël. Meir Mikro Akmea, le soldat de la Force 100 présenté comme le meneur des viols collectifs commis à Sde-Eman, Maor Ben Chetri, a même été transformé en héros populaire par les médias nationaux israéliens. Ce soir, dans notre émission, un soldat de l'unité 100, Meir Ben Chetri, impliqué dans les opérations contre le Hamas à Sde-Eman, est aujourd'hui visé par de lourdes accusations. Tout le monde veut entendre ce qu'il a à dire. Dans une émission de débat israélienne, un commentateur affirmait que le seul problème concernant le viol de prisonniers palestiniens était que cette pratique n'avait pas encore été officiellement institutionnalisée comme politique militaire. Selon lui, cette politique était nécessaire, parce qu'Israël devait se venger des viols qu'il considérait comme certains d'avoir eu lieu le 7 octobre. Encore une fois, je me fous complètement de ce qu'ils ont fait à ce membre du Hamas. Pour moi, le seul véritable problème ici, c'est que les mauvais traitements infligés aux détenus ne soient pas officiellement encadrés par une politique de l'État. Parce que d'abord, ils le méritent. Et ensuite, c'est une vengeance que nous devons leur infliger. Et qui a convaincu ce commentateur assoiffé de sang que des viols de masse avaient eu lieu ce jour-là? Sans le moindre doute, ce sont les grands médias occidentaux, CNN, BBC, The Guardian, The New York Times, ainsi que Sheryl Sandberg. Ces médias prestigieux ont relayé avec enthousiasme la propagande coloniale grossière du gouvernement israélien. En agissant ainsi, leur couverture mensongère a eu des conséquences bien réelles pour les Palestiniens assiégés à Gaza, déshumanisés, qualifiés d'animaux humains, puis enlevés et envoyés dans des centres de torture. Tant que ces médias refuseront de retirer ou même de corriger leurs mensonges, les responsables politiques américains continueront à les répéter sur les plus grandes scènes du monde. Ces sauvages dégénérés ont violé des femmes, assassiné des enfants, exécuté des familles entières et brûlant certaines d'entre elles vivantes.
lorsque Navi Pillay, juge au tribunal pénal international pour le Rwanda, a condamné 3 personnalités médiatiques accusées d'avoir incité au génocide rwandais, voici ce qu'elle disait. « Vous étiez pleinement conscient du pouvoir des mots, et vous avez utilisé le moyen de communication ayant la plus large portée possible pour diffuser la haine et la violence. Sans arme à feu, sans machette, sans aucune arme physique, vous avez causé la mort de milliers de civils innocents. » Ces paroles pourraient tout autant s'adresser aux médias qui ont relayé la propagande mensongère israélienne sur les atrocités du 7 octobre, contribuant ainsi à générer un soutien international à une offensive contre la bande de Gaza ayant déjà tué, blessé et fait disparaître près de 10% de sa population. Cette accusation devrait également viser les responsables politiques puissants qui, encore aujourd'hui, continuent de répéter ces mensonges concernant les événements du 7 octobre. Car le peuple israélien ne doit plus jamais revivre l'horreur provoquée par l'organisation terroriste appelée le Hamas, qui a perpétré les événements du 7 octobre. Et ceci inclut les violences sexuelles indicibles et le massacre de jeunes lors d'un festival de musique. Alors, que pouvons-nous faire, nous, citoyens des pays qui soutiennent la destruction de Gaza par Israël? La première chose à faire, c'est de reconnaître notre propre pouvoir. Nous n'avons peut-être pas les ressources illimitées d'Israël, ni son immense machine de propagande, mais nous possédons quelque chose de plus puissant, la vérité, et nous sommes en train de l'utiliser pour les atteindre. Prenez les propos d'Alex Karp, le PDG ultrationniste de Palantir Technologies, entreprise militaire privée développant des systèmes de ciblage par intelligence artificielle testés sur la population de Gaza. En parlant de la bataille idéologique actuellement en cours, voici ce qu'il a déclaré. Nous avons tendance à considérer ce qui se passe sur le campus universitaire comme un simple spectacle secondaire. Non, ce n'est pas un spectacle. Car si nous perdons la bataille intellectuelle, alors plus aucune armée occidentale ne pourra être déployée à l'avenir. Et sur ce point, Alex Karp a raison. Et c'est précisément ce qui est encourageant. Ce qu'il dit, c'est que nous avons encore le pouvoir de remettre en cause la machine de guerre qu'il représente. Une machine qui engrange des profits records grâce à la guerre contre Gaza et au-delà. Nous devons poursuivre nos efforts sans relâche pour porter nos protestations, nos voix et nos médias indépendants partout où nous le pouvons. Nous devons utiliser notre pouvoir tant que nous en avons encore le droit. Pourquoi n'avez-vous aucune ligne rouge concernant la mort des enfants à Gaza? Y a-t-il un seuil de mort d'enfants qui vous pousserait enfin à retirer votre soutien au génocide mené par Israël? Pourquoi les démocrates n'ont-ils aucune ligne rouge face au génocide à Gaza? Combien d'argent avez-vous reçu de l'AIPAC au cours de votre carrière? Pensez-vous que cela influence votre position? Non. Révérend Sharpton, un commentaire sur les millions de dollars injectés par l'AIPAC pour faire battre les élus progressistes noirs? Pourquoi ne parlez-vous jamais de ce qu'Israël fait en Palestine? C'est une question de droit civique. Sénateur Cory Booker, pourquoi les démocrates ont-ils si peu utilisé leur influence contre Israël? Est-ce lié à l'argent de l'AIPAC? Combien d'argent de l'AIPAC avez-vous accepté? Ce n'est pas étrange de servir de divertissement à une administration qui livre des bombes pour un génocide? Kathleen Max Blumenthal de Grey Zone. Pensez-vous que la couverture de CNN après le 7 octobre était trop partiale et a créé un soutien au génocide? Kathleen, aucun mot sur les mensonges relayés par CNN concernant le 7 octobre? Les bébés décapités, les viols de masse attribués au Hamas? Max Blumenthal du Grey Zone. Monsieur Blitzer, pensez-vous que Joe Biden a fixé si peu de lignes rouges concernant Gaza? Mais vous travaillez pour l'AIPAC. Pensez-vous qu'Israël exerce trop d'influence sur les médias? Avez-vous déjà reconnu à l'antenne, tout en soutenant le génocide à Gaza, que vous travaillez auparavant pour le lobby israélien, en disant « j'ai travaillé pour l'AIPAC et maintenant je soutiens le génocide israélien à Gaza »